Mes chers compatriotes, comme vous le savez, je n'ai jamais adressé un quelconque message au peuple congolais à l'occasion de la date anniversaire de notre pays, le 30 juin. Et c'est là pour une raison bien simple. Un peuple sous occupation ne peut prétendre célébrer son indépendance. C'est tout simplement antinomique. Cependant, si j'ai choisi de m'adresser à vous, à la veille du 30 juin 2018, ce n'est certes pas pour vous souhaiter une bonne fête. Je m'adresse à vous, mes frères, parce que cette fois-ci, autour de cette date du 30 juin, se jouent des grands enjeux, se tissent des tractations secrètes et se concoctent toutes sortes de plans qui détermineront de l'avenir de notre pays pour des générations. Nous ne pouvons pas être des simples spectateurs de notre histoire. Plus que jamais, une constellation des personnalités politiques, diplomatiques, religieuses, militaires ainsi que du monde nébuleux des affaires et des banques s'activent aujourd'hui dans l'ombre autour de notre pays. Toutes ces personnalités se déchirent les uns les autres pour se disputer leur proie. Et cette proie, vous vous en doutez, ce sont les immenses richesses de notre sol et du sous-sol. La multiplicité et la diversité des projets secrets, des alliances et des contre-alliances ainsi que des conflits d'intérêts fait que le peuple congolais se trouve aujourd'hui devant une véritable tour de Babel. Oui, les Congolais sont débordés, dépassés, voire même aveuglés par la multiplicité des solutions mirobolantes que les prestidigitateurs et les magiciens politiciens congolais leur font miroiter la nuit comme le jour. Aujourd'hui, même plusieurs patriotes résistants congolais sont victimes des chants de sirènes qu'exécutent les politicards congolais de tous bords qui leur promettent tantôt des élections sans Kabila, tantôt des transitions avec des gouvernements sans Kabila. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous brosser aujourd'hui le tableau du paysage politique de notre pays avec les vrais enjeux qui se présentent à nous, afin que chacun de nous puisse disposer d'une vision panoramique suffisamment large pour comprendre et voir l'évolution de la crise multidimensionnelle de notre pays. Ce qui nous permettra de résister au déluge des campagnes mensongères qui se déversent aujourd'hui sur le peuple congolais. À cet effet, mon adresse sera structurée en 5 chapitres consacrés sur 5 grands sujets. En premier lieu, je vous présenterai les méandres du fameux processus électoral avec les preuves et les signes de la fraude massive déjà programmée par Kabila et ses bonzes. En deuxième lieu, j'aborderai la problématique de la candidature énigmatique de Joseph Kabila aux prochaines élections présidentielles dont la date demeure incertaine. Je vous donnerai ensuite les raisons pour lesquelles Kabila a décidé brusquement la convocation de la session extraordinaire des 2 chambres du Parlement. Je vous expliquerai aussi pourquoi le dictateur et imposteur rwandais au Congo a déterré brusquement la convention de la coopération entre la République démocratique du Congo, notre pays, et la Russie, juste en ce moment de la crise. Et enfin, je vous expliquerai le double jeu auquel se livre Paul Kagame vis-à-vis de la communauté internationale pour protéger les intérêts rwandais au Congo-Kinshasa. Abordons donc le premier sujet. Celui qui porte sur la question du processus électoral au Congo-Kinshasa. Mes chers compatriotes, vous savez qu'en tant que patriotes résistants, nous
ne reconnaissant ni les institutions scélérates de l'occupation, ni tout simulacre d'élection qui vise à légitimer l'occupation sur le plan national et international. Mais si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, c'est dans l'unique but de vous exposer la flagrance des irrégularités et de fraudes conçues à l'avance par le régime d'occupation pour se maintenir au pouvoir et légitimer son système criminel. Et aussi pour vous prévenir, comme je l'ai fait les autres années, que les élections auxquelles on vous invite ne vous donnera pas les résultats auxquels vous espérez. Et voici quelques faits qui sont avérés. Le gouvernement d'occupation chargé d'organiser les élections donne des signes clairs que de sa mauvaise foi dans les préparatifs des élections. Mes chers frères, à l'heure qu'il est, le gouvernement n'a déboursé que 35% des prévisions budgétaires avec un déficit de décaissement de l'ordre de 165% au risque d'atteindre bientôt 200%. 2. La liste des partis et regroupements politiques publiés par le ministère de l'Intérieur accuse, selon le rapport de l'OIF, des irrégularités flagrantes pour tricher les élections. 3. La mise en cause de la faillibilité du fichier électoral et le manque de consensus sur l'utilisation de la machine à voter démontrent, si besoin en était encore, la mauvaise foi des organisateurs. 4. La CNU. Oui, la CNU. Parlons-en. Elle présente beaucoup de signes de fraude et d'intentions visibles de tricherie à grande échelle. Et voici quelques cas. L'OIF, dans les recommandations de son rapport d'audit, a demandé à la CNI d'abandonner le projet d'utilisation de la machine à voter dans le scrutin du 23 décembre 2018, si ce scrutin aura lieu. Il lui a demandé de rendre publique l'exécution transparente de son budget. Et enfin, l'OIF lui a demandé de faire preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers électoraux, ce qui veut dire qu'il y a partialité. Or, mes chers frères, cette querelle, il faut que vous le sachiez, sur l'abandon de la machine à voter, qui traîne en longueur depuis des mois, fait justement partie de la stratégie de Kabila. Car après des longs mois de discussions, lorsque le gouvernement d'occupation acceptera enfin vers le mois d'août ou de septembre d'abandonner ce système et de retourner à l'ancien système, ce retour à l'ancienne méthode fournira un nouveau prétexte au gouvernement et à la CNI pour exiger le report de l'organisation des élections à l'année 2019. C'est cela leur stratégie. Deuxième fait. Le rapport final de l'OIF, publié le 19 juin, souligne que le serveur de la CNI, suivez-moi bien, héberge plus de 6 millions de faussaires, soit environ 5 millions de doublons et près d'1 million de mineurs. Le rapport de l'OIF confirme la présence de 16,5% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, soit 1/6 de l'électorat. Ou encore, pour mieux chiffrer, 8 millions, cela représente 8 millions de votants. Faisons un petit calcul d'addition. Si nous prenons les 6 millions de faussaires signalés par l'OIF, plus 8 millions de détenteurs de cartes
d'électeurs sans empreinte digitale. Cela donne cela donne 14 millions d'électeurs douteux, soit pratiquement le tiers de tout l'électorat du Congo. Vous comprenez ce que cela veut dire? Le rapport de l'audit de l'OIF relève aussi, en plus de tout cela, la taille anormalement élevée de certaines circonscriptions électorales en contradiction avec la taille démographique réellement reconnue officiellement. Il y a un autre fait, cela concerne la démission d'un membre important de l'OIF, de la CNI, M. Jonathan Sekemavinga, directeur du centre très stratégique de traitement de la CNI. On nous signale que ce directeur se trouverait déjà aux États-Unis, où il aurait notamment eu des entretiens avec le département d'État au sujet de la machine à voter. Mais ce qui inquiète le régime de Kabila, c'est que ce directeur du centre très stratégique de traitement aurait emporté dans sa valise le logiciel de base de la machine à voter qu'il aurait présenté à ses interlocuteurs américains et aux gens des secteurs politiques et aux ONG. Ce qui fait que son remplacement à Kinshasa pourrait coïncider avec l'éviction de 4 ou 5 autres directeurs de la CNI. Mais j'ouvre une parenthèse pour vous faire remarquer que le comportement de notre compatriote Sekemavinga illustre bien l'esprit des 7 mesures que nous avons proposées aux élites congolaises impliquées dans les institutions en République démocratique du Congo. M. Sekemavinga vient d'appliquer à la fois 2 mesures parmi les 7 que nous vous avons proposées. La première, il s'est retiré de l'institution CNI. Mais en se retirant, il a appliqué une autre mesure, celle de la désobéissance civique et du sabotage. Il est parti avec un instrument qui paralyse le fonctionnement du système du régime d'occupation au sein de la CNI. C'est un exemple que pouvaient suivre les opposants politiques congolais qui n'arrivent pas à poser de tels actes de patriotisme à cause de leur attachement à leur ventre. Revenons à nos moutons. Alors que la démission de M. Jonathan Sekemavinga a été bien acceptée par M. Nahanga, le directeur, le grand patron de la CNI, un avis de recherche de la police nationale a été quand même curieusement lancé ce 12 juin 2018 contre les 3 collaborateurs du directeur démissionnaire. Il s'agit notamment de M. Mpiku Ananga Hussein, Mme Bomolo Bombito Karine et M. Arel Nzaou Jean-Marc. Tous 3 recherchés pour chef d'abus de confiance et vol qualifié pour le premier, association des malfaiteurs et vol qualifié pour la deuxième et chef d'escroquerie pour le dernier. Un dernier fait pour clôturer cette longue liste. Il s'agit du refus de la CNI de procéder à l'audit des machines à voter. Alors qu'elle avait accepté au début de faire auditer ces ordinateurs par les experts britanniques, aujourd'hui, M. Nahanga prétend que cette opération ne figurait pas dans le calendrier électoral. Mais ce que M. Nahanga oublie, c'est que l'introduction de la machine à voter ne figurait pas non plus dans le même programme. Mes chers compatriotes, je voudrais vous poser une question. Comment, dans un pays qui se respecte, des politiciens ou des leaders responsables sérieux peuvent-ils continuer à mobiliser le peuple pour l'amener aux élections dans des conditions que je viens de vous présenter? Et comment un peuple mûr et averti peut-il se laisser berner plusieurs fois par ces apprentis sorciers et vendeurs d'illusions? Passons donc au deuxième point.
la question qui brûle toutes les lèvres. Kabila sera-t-il ou pas candidat à sa propre succession? Ces derniers temps, beaucoup de Congolais et d'étrangers sont en train d'ergoter au sujet de la candidature de Kabila. Dans la bouche des Congolais, comme dans la presse internationale, d'aucuns se demandent si oui ou non le fils d'Adrien Kanambé sera candidat à sa propre succession. Pour la résistance, cette question ne se pose même pas, car les faits et les gestes de Kabila et de ses bonzes parlent d'eux-mêmes. Citons-en quelques-uns. Après la ville-province de Kinshasa et l'ex-province de l'Équateur, M. Ramazani Shadari, le secrétaire général du PPRD, a poursuivi une tournée de campagne électorale en faveur du candidat Kabila dans le Congo central. À Ikisi, dans le district de la Lukaya, où il a tenu son premier meeting, comme à Bazangungu, où il a tenu son deuxième meeting, M. Shadari a martelé un slogan qui est très éloquent. Je le cite, il a dit « Nous étions avec Kabila hier, nous sommes avec Kabila aujourd'hui et nous serons avec Kabila demain. » Mais on ne peut être plus clair aux intentions de Kabila s'il sera candidat ou pas. Des promesses électorales de Kabila ont été faites par Shadari à la population, notamment la réhabilitation de la route nationale 16 jusqu'à Popokabaka, la fourniture d'eau potable et d'électricité. Mais malheureusement, Shadari n'a pas dit aux électeurs congolais que sont devenus les 5 chantiers 10 ans après. Dans l'autre temps, l'imposteur à la tête du pays fait face à une montée très forte de résistance et de protestation sur le plan national, régional et international. Le peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora ne veulent plus de lui. Et devant ce rejet général, Kabila fait semblant de chercher un dauphin pour sa succession. Mais en réalité, sa stratégie vise simplement à diviser et à opposer les collabos congolais pour mieux les affaiblir et mieux les contrôler. Car ce sujet divise effectivement les caciques autour de Kabila. Les uns, avec Minaku en tête, souhaitent le choix d'un successeur à Kabila pour sauver le navire qui risque de couler avec tout le monde, tandis que les autres, les extrémistes, avec Mova en tête de peloton, c'est Kabila ou rien. Mais Mova, parle-t-il librement ou est-il juste la voix de son maître? That's the question. Par ailleurs, à partir de Luanda où il se trouvait ce 17 juin, M. Che Okitundu répondait à la presse en disant que la prétendue majorité présidentielle se prépare à déposer les candidatures pour les législatifs et la présidentielle. Et il a ajouté, toujours énigmatique, « Les doutes seront levés d'ici 30 jours. » Cependant, il n'a donné aucune indication pour savoir si le candidat de la majorité présidentielle sera Kabila ou une autre personne. C'est ce qu'on dit parler sans rien dire. Dans une rencontre le samedi 16 juin dernier à Kingakati où Kanambé avait réuni les membres de la prétendue majorité présidentielle, il a dit à ses zouaves que la tenue des élections aura lieu comme prévu, mais il a ajouté qu'aucune autre famille politique au Congo ne peut gagner les élections en dehors de sa prétendue majorité présidentielle. Kabila sait de quoi il parle parce qu'il sait le travail que sa CNI a fait déjà en amont. Mais en dehors de tout cela, l'homme n'a pas pipé mot pour dire aux Congolais, pour révéler à ses propres zouaves l'identité
de son successeur, qui est au cœur du débat depuis plusieurs mois. De l'autre côté, une certaine presse a relevé avec raison que la réponse à cette question énigmatique de la candidature de Kanambe aux prochaines élections était déjà donnée par lui-même le 26 janvier dernier lorsqu'il avait renvoyé la journaliste de la RFI à la Constitution. Car pour Kabila, retenez-le bien, il sera candidat en s'appuyant sur sa Constitution. Cette Constitution que nous appelons la charte de l'occupation. Rappelez-vous, mes chers frères, que chaque fois que Kabila est contraint de se prononcer sur sa candidature, il a toujours recouru à une formule sibylline. Je respecterai la Constitution que j'ai promulguée. Mais ce qu'il ne dit jamais aux Congolais, c'est que le moment venu, c'est cette même Constitution-là que Kabila va essayer de tordre et de l'interpréter en sa faveur. C'est en perspective de cette opération frauduleuse que Kabila vient de procéder à la nomination de ces hommes de main au sommet de l'appareil judiciaire de l'État congolais. Ces hommes-là auront pour mission demain d'effectuer le sale job de légaliser la candidature de Kanambe et de valider les résultats de fraude électorale comme ça a été les autres années. Voilà, mes chers frères, les élections auxquelles la communauté internationale et les politiciens vous convient de participer. C'est à vous de décider si vous acceptez d'aller à l'abattoir ou si vous allez vous libérer. Mes chers compatriotes, ceci m'amène à parler de la convocation de la session extraordinaire des deux chambres de Parlement. C'est devenu une habitude à Kinshasa. Quand Kabila veut entuber le peuple congolais, avec ses péroraisons qu'il appelle pompeusement discours sur l'état de la nation, il s'adresse au peuple devant les deux chambres réunies en congrès au Palais du Peuple. En effet, le mercredi 20 juin dernier, Léon Kengo Adondo, président du Sénat, a ouvert la session extra-parlementaire. Et parmi les 3 points inscrits à l'ordre du jour figure celui portant sur l'examen de l'adoption et de la proposition de loi portant sur les anciens présidents de la République élus. À la même date, à la Chambre basse du Parlement, Obé Minaku, président de l'Assemblée nationale, ouvrait lui aussi officiellement la session extraordinaire du Parlement. Et dans son ordre du jour figurait aussi le projet de loi sur le statut des sanctions, le projet de statut des anciens présidents élus. Ces faits-là montrent que Kabila ne néglige aucune piste ni aucune éventualité dans le déroulement de cette crise. Et à cet effet, il voudrait bien assurer l'impunité de ces nombreux crimes au cas où il serait coincé et obligé de dégager. Il est prévu que les 2 sessions extraordinaires se déroulent jusqu'à l'épuisement des points inscrits à l'ordre du jour, soit du 19 juin au 20 juillet. À l'issue des 2 sessions, Joseph Kabila s'adressera à la nation avant le 20 juillet. Au sujet de cette adresse, les attentes sont multiples et variées. Certains naïfs, tant parmi la population congolaise qu'auprès des capitales occidentales, s'attendent à des annonces fracassantes qui feront avancer, selon eux, la solution de la crise.
D'autres même espèrent que Kabila réaffirmera la tenue des élections à la fin de cette année et rassurera l'opinion qui ne sera pas candidat à un troisième mandat. Une certaine presse à Kinshasa affirme même que l'adresse de Kabila respectera l'attente des dirigeants de certains pays africains et de la région et ceux de la communauté internationale qui lui ont déjà exigé sans détour de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait élection, donc alternance, avant la fin de cette année 2018. Mais mes chers frères, rappelons-nous que la même démarche de la communauté internationale a été effectuée en 2016 et en 2017 sans succès. Et Kabila est le premier à ne l'avoir pas oublié. Mes chers compatriotes, dans leur hargne aveugle à se maintenir et à renforcer leur régime d'occupation dans notre pays, les stratèges du Tutsi Power veulent transformer notre territoire national en terrain d'affrontement des puissances économiques et militaires du Nord. Pour renforcer le pouvoir de Kabila, les Tutsi Power veulent faire du Congo-Kinshasa un terrain d'affrontement entre les grandes puissances. C'est pour appliquer cette stratégie machiavélique que Kabila a déterré la convention de la coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo. Et cette convention a été ratifiée le 14 juin dernier au Sénat après le vote de 57 sénateurs sur 66 qui ont participé au vote. Mais bien avant ce vote, Christophe Atama, ministre de la Défense de Kabila, présentant l'économie générale de la Convention, avait soutenu devant le Sénat que le rapprochement avec la Russie pour la coopération militaire, comme ce fut le cas avec la Chine il y a quelques années, est motivé par des enjeux sécuritaires et les nouvelles formes de menaces auxquelles le pays fait face. Mais M. Atama ne dit pas aux sénateurs quelles sont ces nouvelles formes de menaces. Mais soufflant le chaud et le froid, le ministre de Kabila a précisé que cette convention avec la Russie ne met pas fin aux accords antérieurs et aux alliances militaires avec que la République démocratique du Congo avait conclu avec ses partenaires traditionnels occidentaux. Précisons que le programme de cette coopération militaire avec la Russie porte sur la livraison des armes, des matériels de guerre et des autres équipements spécifiques. Ce programme inclut aussi l'exploitation, l'entretien, la préparation et la modernisation des armements et matériels de guerre qui ont été livrés par la Russie. Et ces tâches diverses exigent la présence physique des missions de conseil des experts russes à Kinshasa. Il est aussi bon de signaler aux Congolais les conditions dans lesquelles cette décision de ratification a été prise. En effet, la décision de ratification de cette convention de coopération a été prise à la hussarde. En effet, selon les confidences de certains sénateurs qui ont pris part à ce vote, la majorité de leurs collègues est restée sur sa soif et elle a même affiché le sentiment de n'avoir pas trouvé satisfaction dans les explications fournies par le ministre de la Défense nationale aux préoccupations exprimées par les sénateurs lors du débat. Et lorsque le ministre Atama expliquait le bien fondé de leur convention, les sénateurs n'étaient toujours pas en possession du texte de la dite convention. Sa distribution est intervenue seulement vers la fin du débat. Bien plus, les sénateurs n'ont pas été convaincus des réponses données par M. Atama aux questions qui lui ont été posées, spécialement deux questions
dont la première portait sur la contrepartie que la République démocratique du Congo pourra fournir à la Russie en échange de son assistance. Et la seconde concernait l'identité des personnes côté congolais qui ont paraphé cet accord avec la Russie. Ces deux questions sont restées dans le domaine du mystère réservé exclusivement aux membres du Tutsi Power. En face de ce flou, la plénière du Sénat a refusé de mettre fin au débat aussi longtemps que le ministre n'avait pas apporté des réponses claires sur l'identité des personnalités congolaises qui ont signé cette convention au nom du peuple congolais. C'est alors que ce membre influent du Tutsi Power, Léon Kengo Adondo pour ne pas le citer, le président du Sénat, décidera d'autorité de clore le débat. Il a demandé immédiatement au rapporteur de procéder à l'appel nominal en vue de voter définitivement la loi. Mes frères, je vous fais remarquer que le président du Sénat n'est pas à son premier exploit du genre. Il avait agi de la sorte lors de l'examen du vote de la loi portant sur la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales pour balkaniser le Congo. C'est encore là un signe évident pour ceux qui en doutent que nos institutions sont occupées et dirigées par le Tutsi Power. La stratégie de Kabila et du Tutsi Power repose sur l'hypothèse selon laquelle Vladimir Poutine, nostalgique de la défunte URSS, aura besoin de disposer d'aide supplémentaire pour opérer son entrée au cœur même de l'Afrique. Et au retour, Joseph Kabila lui offrira la possibilité de pénétrer dans le carré réservé aux Occidentaux dans l'Afrique centrale. Avec l'organisation du premier forum sino-africain sur la défense et la sécurité, Pékin vient de faire un grand pas dans la conquête militaire de l'Afrique aux côtés des deux grands géants traditionnels que sont les États-Unis et la Russie. Kabila et Kagame entendent tirer pleinement profit de cette nouvelle donne en faveur du Tutsi Power. Entre-temps, l'élite congolaise, elle, dort. Mais retenons, mes frères, que ce jeu fera de notre pays le terrain des affrontements des deux grandes puissances, comme c'est le cas aujourd'hui en Syrie et en Turquie. Et ce conflit permettra au Tutsi Power, qui évolue dans la confusion et le conflit, pour renforcer sa présence indéfiniment sur notre territoire. Un adage africain dit « Quand deux éléphants se battent, ce sont des fourmis qui meurent ». Notons que le maître à penser et le cerveau moteur de cette stratégie reste toujours l'ogre de Kigali, qui joue un double jeu très subtil grâce à sa double casquette de président du Rwanda et du président en exercice de l'Union africaine. En effet, après avoir fait de Kabila le cheval de Troie au Congo-Kinshasa pour le compte du Rwanda, Kagame est contraint aujourd'hui de jouer lui-même cet infâme rôle de cheval de Troie au sein de la communauté internationale pour le compte du Tutsi Power. Pour cela, il doit tout faire pour aider son poulain Kabila à se maintenir à la tête du régime d'occupation qu'il a lui-même, Kagame, installé en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens naïfs croient au double jeu de Kagame. Celui-ci fait semblant auprès de ses pairs de la communauté internationale qu'ils partagent leur position qui consiste à contraindre Kabila
à quitter le pouvoir. Mais ces gens ignorent simplement que la stratégie fondamentale des hégémonistes Tutsis consiste à infiltrer d'abord l'ennemi pour mieux connaître de l'intérieur ses plans et ses armes. Aujourd'hui, Kagame, avec sa casquette de président de l'Union africaine, côtoie Trump, Macron, Lourenço, Sassou et consorts. Il leur fait croire qu'ils partagent leur approche en République démocratique du Congo, mais en réalité, ils profitent de leur proximité pour puiser les informations stratégiques qu'ils communiquent au staff du Tutsi Power pour anticiper toute action de la communauté internationale qui irait contre les intérêts et les objectifs du Tutsi Power au Congo. Demander donc à Kagame de chasser Kabila, c'est lui demander de se faire harakiri, de se tirer une balle à pied. Il ne le fera pas. Comprenez son jeu. Alors que Kagame se montre actif sur la scène diplomatique avec sa ministre Mushikiwabo vis-à-vis de ses pairs africains et occidentaux qui font pression sur l'imposteur rwandais en RDC pour l'obliger à raccrocher. De l'autre côté, le même Kagame, en coulisses, avec le général James Kabarebe, travaille pour créer l'apocalypse qui permettra au Congo, qui permettra à leur cheval de Troie de rester en place. Il faut que les dirigeants africains de la région retiennent ceci. Avec l'argent du pillage de la RDC, Kagame et Kabila sont aujourd'hui les chefs d'État les plus riches en Afrique et dans le monde. Par leur canal, les lobbies hégémonistes Tutsis disposent d'une ressource capable de déstabiliser tous les chefs d'État africains de la région qui menaceraient directement ou indirectement le plan d'expansion du Tutsi Power en Afrique centrale et australe. Mes chers compatriotes, devant ce sombre tableau que je viens de vous présenter, toute l'élite congolaise digne de ce nom ne pourrait rester indifférente face aux enjeux majeurs qui menacent notre existence en tant que peuple et nation. L'heure n'est plus aux atermoiements ni aux débats puérils et théoriques, car le Congo est aujourd'hui un malade agonisant placé dans les soins intensifs. La moindre erreur ou le moindre retard de traitement ne peut que lui être fatal. L'heure n'est plus au diagnostic douteux et erroné. Aujourd'hui, tout diagnostic sérieux aboutit à un seul constat clair et sans équivoque. Toutes nos institutions et tous les organes de l'État congolais n'arrivent plus à jouer le rôle qu'on attend de lui en temps normal. Nous ne pouvons plus compter sur notre armée, ni sur notre police, ni sur nos services de sécurité et de renseignement. Nous ne pouvons plus compter sur les institutions de notre pays comme la présidence de la République, le Sénat, le Parlement, la justice, pour protéger et garantir les intérêts et les droits fondamentaux de notre peuple. Nous ne pouvons plus compter sur nos immenses ressources naturelles, ni sur nos finances désormais sous le contrôle du Tutsi Power qui représente notre peuple à l'extérieur et négocie le commerce de nos produits. Mes frères, l'heure n'est plus à la mobilisation de notre peuple pour des marches pacifiques en vue de réclamer les accords bidons qui n'ont servi jusqu'ici qu'à fournir des bouées de sauvetage à ceux qui tuent, pillent, violent et assassinent et égorgent nos enfants. L'heure n'est plus à la mobilisation du peuple congolais pour des simulacres d'élections dites démocratiques. Nous venons de voir ensemble comment le régime d'occupation a tout programmé d'avance, comme en 2006 et en 2011, pour arracher le pouvoir au peuple congolais. L'heure n'est plus aux transitions sans Kabila, sans qu'au préalable,
on ait déraciné et neutralisé les forces qui constituent la fondation du régime sanguinaire dont Kabila n'est qu'un simple sommet d'iceberg. L'heure n'est plus à l'imbroglio et à la confusion des leaders. On ne peut pas être combattant le matin, opposant politicien à midi et leader résistant le soir. L'heure n'est plus à la multiplicité des plateformes, des gouvernements en exil, des organisations militaires ou citoyennes qui contribuent à l'éparpillement des énergies, des cerveaux et du potentiel matériel du peuple congolais. L'heure n'est plus au chant des sirènes, de tous ces médiocres qui continuent de jouer bêtement leur partition musicale comme ces musiciens de Titanic alors que le bateau est en train de couler et de sombrer définitivement. Mes chers compatriotes, l'heure est à la mobilisation de la synergie, de toutes les potentialités dont dispose chaque Congolais pour stopper la spirale infernale de notre descente aux enfers. L'heure est à la mobilisation générale autour des 7 étapes concrètes du combat que le Conseil de la Résistance congolaise vous a proposées pour sortir notre pays de l'impasse. Il ne suffit pas de les critiquer ou de les rejeter seulement. Si vous estimez que vous avez une meilleure idée, formulez-la. Nous mettrons tout ensemble pour améliorer les 7 propositions. Et vous n'avez pas besoin d'adhérer au CNRC pour cela. Mes chers compatriotes, bientôt Kabila s'exprimera. Et comme nous le supposons, il confirmera sous une forme ou une autre sa candidature avant le 20 juillet. Il ne saura pas se dérober. Et si notre hypothèse se confirmait, nous souhaitons plutôt nous tromper, le peuple congolais sera alors devant un mur. Et il comprendra enfin qu'il ne lui reste plus qu'une seule voie, celle du soulèvement populaire. Car les opposants politiques congolais se trouveront eux aussi devant un choix cornélien. Soit ils vont renoncer aux élections déjà truquées pour ne pas légitimer l'imposture et la fraude, soit ils acceptent de trahir ouvertement le peuple congolais en acceptant l'inacceptable. Quoi qu'on fasse, dans sa tête, Kabila est résolument engagé dans la logique de l'épreuve de force avec la communauté internationale et avec le peuple congolais. Ce 30 juin 2018, il en profitera pour faire une démonstration de force, en exposant arrogamment l'arsenal militaire qu'il a acquis auprès de la Chine, la Russie et la Corée du Nord. C'est un message qu'il entend envoyer à ses parrains occidentaux et à leurs proxys africains chargés d'exécuter leurs plans dans la région. Kabila a aussi ses hommes en Occident qui le rassurent que rien ne lui arrivera. Il entend surfer sur les rivalités internes et sur la cacophonie de la communauté internationale. Il est conscient qu'il fait partie lui-même de cette vaste tour de Babel où le conflit d'intérêts divise, oppose les alliés les uns les autres. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'en dehors de Dieu, le seul allié du peuple congolais sur cette terre des hommes, c'est le peuple congolais lui-même, mais debout. C'est pourquoi, pour terminer mon adresse, je vous invite à méditer cette célèbre pensée du savant mathématicien physicien Albert Einstein qui a dit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer. Il faut continuer à pédaler pour rester en équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. » Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu vous bénisse.
ingeda.